Le climat social s'alourdit. La coordination des infirmières dit non aux propositions d'augmentation du gouvernement. Le ministre de la Santé, M. Claude Évin, en direct dans ce journal. Référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Le RPR se prononce pour l'abstention et invente une nouvelle expression politique, la non-participation motivée et engagée. Alain Prost, le plus grand pilote automobile français, toujours en piste pour le titre de champion du monde 88, publie déjà ses mémoires. Alain Prost est notre invité ce soir. Nous le retrouverons à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le climat social en France est loin de se détendre en cette fin de semaine. Avant les arrêts de travail prévus la semaine prochaine avec le point culminant, la grève de la fonction publique, jeudi 20 octobre, ce sont les infirmières qui, regroupées au sein de leur coordination, en marge des syndicats donc, ont aujourd'hui dit non aux propositions d'augmentation moyenne de 8% faites par le gouvernement et reconduit leur grève. Françoise Joly. Quels sont ceux qui sont contre les propositions de M. Évin? Nous sommes contre, à l'unanimité, moins 2 abstentions. Elles ont dit non aux propositions du ministre de la Santé, Claude Évin. 3 heures plus tard, à 16h30, l'Assemblée générale de la coordination des infirmières votait massivement la reconduction de la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et si la revalorisation de leur salaire reste au centre du conflit, les infirmières insistent aujourd'hui pour qu'un véritable effort soit fait sur leurs conditions de travail, sur les effectifs et la reconnaissance de leur profession. C'est pas clair ce qu'ils nous ont donné. C'est vraiment pas clair. Alors on voudrait vraiment que ce soit noir sur blanc. Rien n'est pris en considération. Il y a des gens qui ont des licences, bon, ils ont un certain statut. On demande simplement que notre position, notre statut, qu'on soit reconnu en tant que tel, en tant que les gens qui sont licenciés, que nous, notre diplôme soit reconnu, valorisé à sa juste valeur. La coordination des infirmières a par ailleurs renouvelé sa demande d'entrevue au président de la République. Cette grogne des infirmières pourrait faire tache d'huile. L'ensemble du personnel de santé commence à se mobiliser. Cet après-midi, il s'est réuni lui aussi en coordination. Doivent-elles être indépendantes ? Les infirmières réunies à Paris ont également décidé d'en appeler directement au président de la République qu'elles voudraient rencontrer la semaine prochaine. Le chef de l'État, qui était aujourd'hui dans la région lyonnaise, a trouvé sur son passage les signes de ce mécontentement social des personnels hospitaliers, des fonctionnaires et des cheminots également. Jean-Michel Mercurol. Changer la ville pour changer la vie. Le thème que s'était assigné François Mitterrand aujourd'hui en venant visiter à Oulin et Villeurbanne 2 témoignages de la rénovation des banlieues. Mais dans les 2 villes, slogans et pancartes étaient là pour l'accueillir. Ici, des cheminots en colère. Là, la coordination des infirmières. Une nouvelle occasion pour le chef de l'État de prôner le dialogue social. J'entends moins d'éloges que de critiques. Et c'est bien normal. Je suis là pour ça. Il faut bien que j'entende la plainte des Français quand ça va pas et là où ça va pas. Et il suffit d'entendre ce qui est dit ce matin sur cette place pour comprendre qu'il y a des fractions de la population, qu'il y a aussi des travailleurs dans certains domaines et d'une façon générale, des problèmes nationaux se retrouvent partout. Tout cela doit être entendu, tout cela doit être discuté. C'est très urgent, c'est le 26. Aussitôt dit, aussitôt fait, le président venant s'informer lui-même auprès des syndicalistes. Méfiez-vous des dossiers. Ce qu'il faut, c'est surtout organiser le dialogue. Voyons que ça soit gelé tout de suite. Gelé tout de suite. On gèle tout de suite. Restait le centenaire de l'école de santé des armées à Bron. Simple poignée de main avec Raymond Barre, mais là, pas le temps d'engager un quelconque dialogue. Voilà donc pour les faits aujourd'hui. Notre invité ce soir, c'est M. Claude Évin, le ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur Évin, avant d'en venir aux propositions qui ont été refusées, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le reportage, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre position ce soir. D'un côté, les infirmières passent au-dessus de vous, s'en réfèrent directement au chef de l'État. Le chef de l'État comprend la plainte des Français, mais il dit que c'est au gouvernement de gérer cette affaire. C'est en effet au gouvernement d'en assumer la responsabilité. Je crois que le président de la République l'a lui-même confirmé. Et d'ailleurs, depuis 15 jours, le gouvernement discute, écoute
les infirmières, il écoute les organisations syndicales, il écoute la coordination, il écoute l'Union des associations, l'UNASIF, et j'y ai personnellement passé beaucoup d'heures, jour, nuit, mon cabinet aussi, nous avons beaucoup écouté. Donc vous restez l'interlocuteur? Je suis le ministre en charge de ce dossier. C'est un dossier qui dépend en plus de la fonction publique hospitalière. Je suis en responsabilité sur ce dossier, en effet. Alors, venons-en aux chiffres qui ont été avancés. La revendication, on le rappelle, des infirmières reste 2000 francs, augmentation uniforme. Vous proposez 595 francs bruts au départ pour les infirmières débutantes, augmentation de 8%, 764 francs pour une infirmière au bout de 6 ans, c'est-à-dire 9% d'augmentation, et au terme de 15 ans, 16% d'augmentation, 1536 francs. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça dans la négociation? Je connais la revendication des infirmières, je connais aussi leurs problèmes. D'ailleurs, je suis moi-même président d'un conseil d'administration d'un centre hospitalier général à Saint-Nazaire. Ça fait 14 ans que je préside ce conseil d'administration. Je connais bien ce problème. Sur les salaires d'abord, mais il n'y a pas que le problème des salaires dans ce que posent les infirmières. On a entendu le problème du statut tout à l'heure. Je vais y revenir tout à l'heure. Elles ont un statut, les infirmières, dans le cadre du statut de la fonction publique hospitalière. Et les propositions que nous avons reformulées revalorisent ce statut. Alors aller au-delà en matière de rémunération, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas qu'on ne voudrait pas aller au-delà. C'est qu'aller au-delà, ce serait payer les augmentations en monnaie de singe. Ça veut dire qu'on prendrait le risque que l'inflation morde ces augmentations. Et les infirmières elles-mêmes n'y gagneraient pas. Et puis il y a les autres salariés de la fonction publique, les autres salariés dans notre pays. Il n'est pas possible de dériver sur l'ensemble des salaires. Voilà pourquoi le gouvernement ne peut pas aller au-delà. Alors, je dirais que dans votre affaire, la difficulté qu'il y a dans cette affaire, c'est que d'un côté, vous n'avez pas affaire là directement au syndicat, mais à une coordination. Et est-ce que vous avez la possibilité de négociation? On a l'impression que de la part des infirmiers, il y a une position sur laquelle on ne transige pas. Comment allez-vous pouvoir vous sortir de cette affaire? C'est bien la difficulté de négocier avec la coordination qui, depuis le début, reste bloquée, figée sur sa position de 2000 francs. Une négociation, c'est la recherche d'un compromis. Et on ne peut pas passer un compromis avec la coordination qui est restée depuis le départ sur les 2000 francs. Je souhaite que l'on sorte le plus rapidement possible de ce conflit, mais il est nécessaire de rapprocher les points de vue et je constate que la coordination, y compris encore aujourd'hui, est sur 2000 francs. Et que pouvez-vous faire, vous, pour tenter de rapprocher les points de vue? Est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine façon, au départ, un peu négligé cette coordination? Je n'ai pas du tout négligé cette coordination. J'ai vu beaucoup. Vous avez reçu les syndicats. Dans un premier temps, vous ne receviez que les syndicats. Non. Je rappelle que dès le premier jour, mon directeur de cabinet a reçu la coordination régionale Île-de-France. Le développement des coordinations aujourd'hui, si nous assistions de nouveau à ce problème, je souhaite bien du courage à tous mes collègues ministres, ministre des PTT, ministre des Transports avec la SNCF ou autres. J'allais vous dire, là, il y a une dépêche qui est tombée vers 19h20. Le Comité national de liaison des cheminots lance un appel à la mobilisation générale entre le 17 et 21 octobre. On se retrouve un peu dans la position de M. Chirac, l'hiver 86-96, avec ses coordinations de cheminots. Là encore, on se retrouve avec autre chose comme interlocuteur, d'autres personnes que les syndicalistes. Oui, ce problème d'ailleurs pose une grave question au mouvement syndical. Il lui appartient de le gérer, de le traiter. Le gouvernement doit écouter. Le gouvernement, il écoute tous ceux qui s'expriment. J'ai écouté la coordination. J'y ai passé de nombreuses heures avec la coordination depuis maintenant 15 jours. Mais discuter, arriver à un accord, c'est donc rechercher ce sur quoi on peut avancer, ce sur quoi il n'est pas possible d'avancer, et on en discute. Avec la coordination, j'ai aussi discuté. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Ils ont beaucoup exprimé ce qu'ils ressentent. Ce que les infirmières ressentent, c'est un ras-le-bol, c'est vrai. Et elles attendent des réponses. Sur les salaires, je me suis exprimé. Sur la formation et sur les conditions de travail. Je l'ai entendu tout à l'heure. Ce que je voudrais dire sur la formation et sur les conditions de travail, c'est que j'ai pris des engagements. J'ai pris des engagements que je tiendrai. Mais je ne peux pas résoudre ces problèmes en 8 jours, parce que ce sont des problèmes compliqués qui ne trouvent pas de solution en 8 jours. Mais j'apporterai des réponses sur ces problèmes qu'elles ont posés. Monsieur le ministre, je vous remercie. La politique maintenant, avec la décision prise aujourd'hui par le RPR à propos du référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Les hommes politiques ont le sens de la formule qui surprend, on le sait. Hier, il y a eu le 8 mai critique de l'UDF qui s'apparentait à une formule célèbre du président Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, l'appel du RPR, non pas à l'abstention banale, simple, mais à la non-participation motivée et engagée. Cela dit, la décision n'a pas été facile à prendre et c'est une nouveauté dans le mouvement gaulliste. On a voté à bulletin secret. Jean-Louis Le Sel. Tout le monde devra le respecter. C'est la loi démocratique
qui s'applique au Rassemblement pour la République. Jacques Chaban-Delmas, qui on le sait militait pour le oui au référendum, devra donc se plier lui-même à la loi de la démocratie interne. 80% des membres du comité central se sont prononcés à bulletin secret pour pour la non-participation engagée et motivée selon la formule d'Alain Juppé. Il est vrai que l'état-major du RPR, écartelé entre les tenants du oui, de Michel Noir, absent aujourd'hui, à Édouard Balladur, présent, 9% des suffrages, et les tenants du non, 11%, il est vrai que l'état-major du RPR ne pouvait pas ne pas proposer l'abstention. Seulement, paradoxe, le RPR local en Nouvelle-Calédonie s'est prononcé, lui, en faveur du oui. Seulement, paradoxe, le référendum est une procédure léguée dans les institutions par le général de Gaulle. Cette façon d'essayer de nous culpabiliser en invoquant la mémoire du général de Gaulle, dont personne ne saurait aujourd'hui ce qu'il aurait fait face à ce scrutin, est une manœuvre qui là aussi participe de l'opération politicienne. C'est un choix courageux que de ne pas céder à la facilité de l'air ambiant ou de la mode et de se déterminer en fonction de ses propres convictions. Notre conviction, c'est que nous ne pouvons pas répondre à cette question truquée ni par oui ni par non. Et donc c'est un engagement fort et motivé que de refuser de participer. Or la question de savoir si c'est gaulliste ou pas gaulliste, j'aurais d'excellents arguments pour vous dire qu'en 1946, par exemple, au premier référendum constitutionnel de la 4e République, le général de Gaulle n'avait pas pris position. Le RPR fera donc campagne pour la non-participation. Pendant ce temps, l'UDF fera campagne pour le oui mai. Et pourtant, on nous disait cette semaine encore que l'UDF et le RPR sur la Nouvelle-Calédonie procédaient de la même analyse, au nom de l'union d'opposition. Et sur ce sujet, M. Le Pinsec, qui est le ministre des Territoires et Départements d'Outre-mer, affirme ce soir que la non-participation du RPR est un reniement du gaullisme, ce que conteste, vous l'avez entendu, M. Juppé. Au cours de ce voyage de François Mitterrand dans la région lyonnaise, aujourd'hui, que nous évoquions tout à l'heure à propos de la crise sociale, le président a fait une visite imprévue à la famille de Mme Jacqueline Valente, prise en otage sur un bateau au large du Liban avec ses enfants en novembre 1987. Et depuis un an maintenant, officiellement du moins, on n'a plus aucune nouvelle des ravisseurs et de leurs otages. Pascal Deschamps. La famille de Jacqueline Valente attendait ce geste depuis près d'un an. Il y a 3 jours, sa sœur et son beau-frère écrivaient à François Mitterrand. Que représentent 5 minutes dans votre emploi du temps? 5 minutes face aux 341 jours de détention de 3 enfants. Le président acceptait de les rencontrer. L'entrevue n'a pas duré longtemps, mais elle avait valeur de symbole. On regrettait sincèrement que le président de la République en personne n'avait jamais évoqué le nom de Valente, de ses 3 petites filles, n'avait jamais évoqué les otages de Silco. C'est déjà important pour nous, c'est le président a reconnu comme quoi Jacqueline était otage avec ses enfants. Bon, maintenant pour les négociations, on sait avec certitude que le gouvernement s'en occupe. Entrevue symbole parce que depuis leur mystérieux enlèvement à bord du Silco, au large des côtes du Liban, en novembre 1987, Jacqueline Valente, ses petites filles et ses 5 amis belges n'avaient jamais vraiment été considérés comme des otages. Parce que depuis l'envoi de cassettes vidéo au début de l'année, c'est le silence. Silence du côté des ravisseurs, silence du côté officiel. Alors même s'il n'a pas pu donner à la famille des informations sur la situation des otages ou sur d'éventuelles négociations, le président de la République a en quelque sorte aujourd'hui brisé ce silence. Société, comment réduire le nombre de détenus dans les prisons françaises? Le ministère de la Justice prépare en ce moment même toute une série de recommandations aux juges d'instruction. Car il faut savoir que sur les plus de 40 000 détenus qui se trouvent incarcérés dans les prisons françaises, 20 000 sont en détention préventive, attendant donc leur jugement. Et cette détention n'est pas toujours indispensable. Thierry Calmette. Instruction en cours. Derrière les barreaux, 20 000 détenus provisoires selon les termes de la loi. En fait, plus du tiers des 44 000 prisonniers français sont des présumés innocents en attente de jugement. Pour changer cette situation, le garde des Sceaux propose 3 mesures. Pour les mineurs, d'abord, délai d'incarcération raccourci. Le juge d'instruction devra également motiver, c'est-à-dire expliquer par un acte juridique, sa décision de mettre une personne en prison. Autre préoccupation, mieux connaître la personnalité du prévenu, c'est l'enquête rapide, menée par les services du juge d'instruction, une mesure bien accueillie par certains magistrats. L'enquête rapide qui nous permettra d'avoir un maximum d'éléments sur la personnalité et la situation de l'inculpé au moment de la prise de décision qui peut déboucher sur une détention provisoire. Et le fait de motiver cette décision ?
il était évident que même en matière criminelle, nous expliquions pourquoi l'inculpé allait en détention, c'était verbal, donc ça ne changera pas foncièrement la situation. Sur le banc de la défense, on est satisfait par les recommandations de M. Arpaillange, mais les avocats rappellent que la détention provisoire ne devrait être qu'une exception. Il faut avant tout qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'ensemble du corps judiciaire pour redonner à la détention provisoire le caractère exceptionnel que lui avait donné le législateur en 1957. L'exception, c'est la définition même de ce qui ne doit pas se faire trop quotidiennement. La difficulté en matière de détention provisoire, c'est qu'elle est bien souvent la règle, et le fait de ne pas aller en prison est bien trop souvent l'exception. Le garde des Sceaux veut désengorger les prisons surpeuplées, mais ses recommandations aux juges d'instruction augmentent aussi la protection et les garanties du citoyen face à la loi. Il a souhaité que ces mesures soient rapidement mises en application. Parmi l'avalanche de sondages qui nous submergent quotidiennement, tous n'ont pas le même intérêt, loin de là. Mais celui-ci, complété par une enquête du magazine 50 millions de consommateurs, est intéressant. En effet, il indique qu'aujourd'hui en France, un ménage sur 3 est endetté et le phénomène va en empirant. Certains se trouvent aujourd'hui obligés d'emprunter pour rembourser les intérêts de leurs dettes. Raison première de l'endettement, la maison individuelle. Pascal Deschamps. Un véritable cycle infernal. Au début, on emprunte pour acheter, et puis très vite, on emprunte pour rembourser l'emprunt. Si l'enquête de 50 millions de consommateurs tire le signal d'alarme, c'est que le surendettement peut entraîner des situations dramatiques, comme celle d'un jeune couple de la région d'Orléans, endetté à 73%, il a renoncé à avoir des enfants. Les responsables, les emprunteurs bien sûr, pas toujours conscients du risque, mais aussi les organismes prêteurs qui ont tout à gagner à pousser au prêt, et les vendeurs qui ont tout à gagner à surestimer les ressources de leurs clients. Résultat, une véritable explosion du crédit. Le montant des prêts a plus que doublé en 3 ans. On achète tout à crédit et pas seulement sa maison ou sa voiture. Attention danger, le remboursement des emprunts absorbe aujourd'hui 6% des revenus des Français, 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Les offres publiques d'achat, les raids actuels des financiers sur les entreprises françaises et européennes nous font oublier que l'industrie n'est pas un sprint, mais une course de fond. L'industrie mécanique française le sait, qui va se réunir en convention nationale la semaine prochaine à Paris pour marquer sa sortie du tunnel. Après avoir été performante dans les années 70, elle a connu une certaine défaillance, mais aujourd'hui elle se replace en position de leader en choisissant des créneaux pointus et précis. Exemple, eh bien, cette société que l'on peut qualifier de joaillerie de la mécanique puisqu'elle fabrique des moules de pièces détachées, autant d'objets uniques destinés aux plus grandes sociétés aéronautiques du monde. Jacques Violet, Philippe Menu. Les pièces de mécanique que l'on fabrique dans cet atelier ressemblent parfois à des sculptures modernes, des pièces uniques, ouvragées avec passion et précision. Le métier de modeleur commence après le travail de l'ingénieur qui a conçu un nouvel engin. Il s'agit de fabriquer les moules pour couler des pièces qui n'existent pas encore. Ces hommes réalisent le moule d'une pièce du moteur du futur Airbus A340 qui volera dans 5 ans. Des centaines de pièces en duralumin, tournées, fraisées, limées, ajustées et assemblées, elles permettront de couler la pièce. Que ce soit avec des robots ou des petites limes, on travaille au centième de millimètre. Ce moule coûtera environ 1,5 million de francs. Il faudra 3500 heures de travail pour le réaliser. C'est tout le savoir-faire de 45 employés et d'un patron jaloux de ses techniques, de son tour de main. L'autre jour, lorsque les Japonais sont venus pour nous visiter, je les ai obligés à laisser leurs appareils avant d'entrer dans leur entreprise. La seule autorisation que je leur ai donnée, c'est de photographier le chat. Et comment tout ça a commencé? Oh, ça a commencé par un certificat d'études, un CAP, apprentissage sur le tas avec des compagnons qui nous faisaient pas de cadeaux, hein, le balayage de l'atelier, puis la vente des copeaux, et puis apprendre à faire une mortaise, à tailler une tubulure dans du bois, et ensuite une expérience faite dans toutes les petites boîtes de la région. Et je dois en avoir une quinzaine à mon actif. Aujourd'hui, à 58 ans, Claude Jacques est connu partout en Europe et aux États-Unis, surtout par les fabricants de moteurs d'avion qui apprécient la précision. Dans les bureaux, l'informatique permet de concevoir les formes, de visualiser la trajectoire des outils. Plus loin, on étudie un plan de moteur qui vient de chez Rolls-Royce.
Ces ajusteurs, fraiseurs, modeleurs parlent de leurs plus belles pièces avec passion. Ici, le moule d'une roue de turbine de réacteur qui s'ouvre comme une fleur pour pouvoir démouler. 50 pièces en bronze et acier, toutes faites à la main. Le travail d'une PMI et de ses hommes, il n'existe plus en France que 3 ou 4 entreprises capables de réaliser ces pièces. Rien à voir avec le sujet précédent, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le Val d'Oise, la grande banlieue parisienne, où les monuments modernes ressemblent plus souvent aujourd'hui à des supermarchés qu'à des cathédrales, eh bien on a renoué cet après-midi avec la tradition des calvaires, avec l'inauguration d'une statue de 7 mètres symbolisant la Vierge et l'enfant. Jean-Marc Bramy. 40 000 fidèles environ aujourd'hui dans la ville de Baillet en France pour accueillir Notre-Dame de France. Une Vierge à l'enfant de plus de 7 mètres de hauteur. Installée à un carrefour de la route nationale 1 et de la future autoroute A16, cette statue dominera la plaine de France. Une Vierge qui couronnait le pavillon pontifical de l'exposition universelle de 1937 à Paris et qui a connu des fortunes diverses durant 50 ans. Désormais, elle sera, selon le vœu de l'Église catholique, un symbole à l'exemple des anciens calvaires qui bordaient les routes. Elle sera vue de tous les gens qui passeront au carrefour, là, et que c'est magnifique. Et vous trouvez qu'en 1988, installer encore une statue, alors où on construit plutôt des conforama et des choses comme ça, ça a encore un sens? Bien sûr que ça a un sens. Ça démontre, tout le peuple qui est là, démontre que la foi n'est pas quelque chose de perdu. Jésus nous est donné par Marie et que plein de tendresse spirituelle pour tous les hommes de notre temps et spécialement tous ceux qui vont passer sur la route puisqu'ils vont être, nous dit-on, quelques dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions prévoit-on, eh bien ce sera un signe. Un message de Jean-Paul II et la bénédiction de Monseigneur Rousset, évêque de Pontoise, clôturait une journée où les fidèles ont exprimé leur foi avec la ferveur qu'on leur connaît. Attention s'il vous plaît. Le sport maintenant, on en vient à Alain Prost, à 15 jours du Grand Prix de Formule 1 du Japon, qui sera déterminant pour l'attribution du titre de champion du monde 88. Le président de la Fédération internationale automobile, M. Jean-Marie Balestre, écrit aujourd'hui aux ingénieurs de la firme Honda qui fabrique le moteur de la McLaren, d'Alain Prost, mais aussi du Brésilien Ayrton Senna, son coéquipier, pour leur dire de veiller à laisser une chance égale aux deux champions. Pourquoi cette recommandation? Lionel Chamoulot. Un mur d'ordinateurs discrètement installé dans un coin du stand. Une armée d'ingénieurs et beaucoup de mystères. Un mystère qui forcément encourage les supputations, les interrogations, les rumeurs. Ce fabuleux moteur V6 Honda Turbo qui domine le monde de la Formule 1 est-il le même pour Prost et Senna? Les Japonais peuvent-ils choisir leur vainqueur en lui fournissant un matériel plus compétitif? Est-ce que Ayrton Senna et Alain Prost sont les jouets d'une équipe d'ingénieurs au service d'un enjeu commercial considérable? Ce sont des questions qui entourent une saison exceptionnelle dans la mesure où deux pilotes de la même équipe luttent pour le titre mondial. Un début d'année équilibré, puis une domination de Senna et maintenant une domination de Prost qui aurait poussé un coup de gueule envers les Japonais. Il reste deux grands prix. Jean-Marie Balestre a demandé à Honda de ne pas être l'arbitre du duel, mais est-ce vraiment possible? Voilà, notre invité ce soir, comme promis, Alain Prost. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite parler de votre livre. J'ai voulu également que Lionel Chamoulot, qui vous suit tout au long de l'année dans les courses de Formule 1, soit là. Première question, Lionel. C'est un petit peu la suite de ce que l'on vient de voir, Alain. Est-ce que les Japonais peuvent choisir, est-ce que Honda peut choisir le pilote qui va être champion du monde? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne pense pas. Honnêtement, ce que je pense, c'est ce qui s'est passé depuis quelques courses est dû au fait que, en premier, mon style de pilotage est complètement différent de celui d'Ayrton Senna et que les réglages de nos moteurs étant identiques, ils convenaient plus ou moins bien à l'un ou à l'autre. Ceci dit, maintenant avec l'électronique, puisque vous savez que tout est lié à l'électronique, je crois qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien entendu de ma compétence et de temps en temps ils sont un petit peu perdus. J'ose pas croire que Honda qu'il le fasse sciemment. Ce que je pense, c'est qu'à un moment de la saison, ils ont été peut-être un petit peu moins soucieux de la préparation de mon moteur et c'est pour ça que je leur ai dit avant le Grand Prix du Portugal. Parce que ce qui est important, c'est que le prochain Grand Prix a lieu au Japon, à Suzuka. On sait que Suzuka, c'est Honda Land, c'est là où sont les usines Honda. Et une victoire suffit à Senna pour être champion du monde. Il pourrait décider que le titre se jouerait là-bas au Japon et ça serait terminé. Je ne pense pas qu'ils ont intérêt à privilégier d'abord Ayrton Senna ou à jouer le titre au Japon. Leur intérêt, c'est de gagner au Japon. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils ont subi un affront et c'est justement cet affront qui leur fait penser qu'il faut absolument gagner. Et pour gagner, il faudra le concours des deux pilotes. C'est-à-dire qu'il faudra que les deux pilotes aient le même matériel. C'est ce que je pense. Alors pour eux, c'est plus important de gagner au Japon
que éventuellement de privilégier Ayrton Senna au risque dans du mécanique et de laisser par exemple Ferrari gagner comme l'année dernière. Mais ce serait possible, d'après ce que vous avez l'air de dire. Aujourd'hui, avec la technicité, la sophistication, ce serait possible si on le décidait. Vraiment, je ne veux pas jouer sur les mots, mais je pense qu'avec justement l'électronique, il ne maîtrise pas tous les problèmes, c'est ce que je veux dire. Bien, alors on va revenir à votre livre, Alain Prost, Maître de mon destin, un monde plus pur. D'abord celui de l'enfance. Donc dans ce livre édité chez Michel Lafon, vous nous dites au début, d'abord vous nous montrez, je voudrais qu'on montre bien à l'écran, pour la première fois sans doute, c'est un scoop, on voit votre permis de conduire. Alors je voudrais qu'on le voit, voilà, permis de conduire, Saint-Chamond, Alain Marie-Pascal Prost, 24 février 55, ça c'est votre date de naissance, et vous avez eu votre permis le 16/4/73, délivré par la préfecture de la Loire. Et alors on ne peut pas dire qu'on vous ait vraiment poussé dans la carrière, dans votre famille, Alain, parce que là je lis à la page 25, je me souviens d'un beau jour où j'emmenais ma mère à Lyon dans la voiture familiale, je devais rouler assez vite et prendre des trajectoires qui lui déplurent fortement. Elle m'invita fermement à m'arrêter, à lui rendre le volant au bout d'un certain nombre de fois où elle m'avait dit « freine, ne colle pas, freine ». Donc elle n'avait pas une confiance excessive. Oui, c'est justement tout l'intérêt de ce livre, à mon avis, c'est que j'ai pas voulu faire un livre à polémique ou raconter des histoires qui se sont passées dans le milieu de la Formule 1. Il y en a bien entendu, et c'est moi qui ai choisi le titre d'ailleurs, c'est pour moi qui l'ai écrit, il faut le dire tout de suite, il n'y a absolument aucune ambiguïté, mais c'est un livre qui retrace ma vie à une certaine époque et bien entendu ma carrière, et pour expliquer un petit peu aussi aux gens justement au travers que j'étais pas ni un surhomme et que j'étais pas du tout prédestiné à être pilote automobile, puisque dans ma famille il y avait absolument aucune personne qui touchait de près ou de loin à ce milieu. Dans ce livre, Alain, il y a beaucoup de souvenirs très précis. Alors Lionel va vous tester. Il paraît que vous avez une mémoire infaillible de toutes les courses que vous avez faites, et là on s'en rend bien compte dans le livre. Vous nous racontez comment dans telle course vous avez crevé un pneu, etc. etc. On va faire un petit test là. Ouais, c'est vrai qu'Alain a écrit ce livre avec Jean-Louis Moncey, et Jean-Louis vous posait les questions pour rédiger après tout ce livre. Alors sur votre carrière, par exemple, le nombre de tours que vous avez fait en tête? Sont très très difficiles. Je sais que j'ai fait à peu près aux alentours de 7000 et quelques kilomètres, 7500 kilomètres en tête, je ne sais pas combien ça représente de tours. Ça représente 1772 tours. Voilà. Ça vous ne le saviez pas par exemple? Non, enfin un peu. Vous avez plein de records, vous adorez les records, vous adorez les statistiques. Le nombre de points que vous avez marqué? 496,5. 98,5. Ouais. Alors moi je me souviens simplement que vous avez été 2 fois champion du monde. Et que vous avez gagné 34 Grands Prix. Jamais personne n'en avait gagné autant que vous. Ah non, le second est donc Jackie Stewart maintenant avec 27. Alors il y a une phrase aussi là qui est importante parce qu'elle est d'actualité. Dans les écuries de Formule 1, le rival le plus direct et le plus dangereux, c'est votre équipier qui, la plupart du temps, a la même voiture et qui joue pour vous le rôle impitoyable de miroir. Alors en ce moment, Ayrton Senna, c'est votre principal adversaire. Oui, c'est le problème qu'on a tous, bien entendu, puisque c'est les médias qui sont là, c'est la presse, le public, et eux, ils regardent en fonction du matériel. Le meilleur moyen de juger un pilote, c'est de le juger au travers de son équipe, puisqu'il est à armes égales normalement avec l'autre pilote. C'est ce qui est difficile pour moi, puisque bon, Ayrton Senna a 28 ans, il n'a jamais été champion du monde, et moi j'en ai 33, j'ai été 2 fois. Donc vous ne pouvez pas vous entendre avec lui. Ah, si, Quel rapport vous pouvez avoir? Si, on a des très très bons rapports. Ce que je veux dire, non, parce que ça me rappelle une phrase dans notre métier, on dit dans le journalisme, c'est Pierre Lazarev qui disait ça, tellement on s'aime lorsqu'on s'embrasse, c'est jusqu'à s'étouffer. Est-ce que c'est la même chose dans le sport automobile? Oui, je pense qu'il y a très très peu de pilotes qui s'entendent bien dans la même équipe. Je crois que c'est dû au fait qu'il y a trop d'intérêt, il y a trop de problèmes. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on n'est jamais à égalité, même avec la même voiture. Ça paraît évident. Si Fangio venait maintenant chez McLaren, c'est exactement le problème qu'ont tous les pilotes. Un jour, on est très bien pendant une saison ou une... Lionel, une dernière question. Oui, une question d'actualité, puisque cette semaine avec Ayrton Senna, vous avez essayé le nouveau moteur Honda, le V10 atmosphérique, qui sera donc le prochain moteur. Est-ce que l'équipe McLaren avec le nouveau moteur Honda va dominer autant la saison prochaine que elle a dominé cette saison? Je vais vous donner un petit scoop. C'est un moteur qui marche aussi bien, sinon mieux déjà, que le moteur turbo de cette année. Ce qui veut dire que c'est un moteur d'une nouvelle génération, un moteur atmosphérique, et que ça va donner beaucoup de fil à retordre à nos concurrents l'année prochaine. Dernière question, Alain. Est-ce on dit que parfois vous n'êtes pas très aimable, certains disent même que vous avez la grosse tête, mais vous dites, vous avez une phrase qui veut montrer que vous n'avez pas la grosse tête, vous dites, parfois quand je joue au golf, mal d'ailleurs, quand je rate des coups faciles, je suis le premier à dire tout haut, je suis petit, laid et con. Oui, parce que c'est mon humour. C'est mon humour, je pense avoir quand même assez d'humour pour justement... je pense aussi que personne ne peut dire que j'ai la grosse tête. Je crois que si j'ai une des qualités, indépendamment de toutes celles qui font celle de pilote automobile, c'est justement que j'ai pas la grosse tête. Et un point, c'est tout. Merci Alain. En tout cas, je rappelle donc le titre de votre livre, Alain Prost, Maître de mon destin, aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir été notre invité ce soir.
On va en rester là pour l'actualité de ce jour, elle était largement bien fournie. Peut-être ai-je le temps de vous rappeler les pronostics du tiercé pour demain, si on me laisse le temps de les passer. On va les inscrire sur l'écran? Non, je vous les rappelle en voix. Le 7, le 12, le 15, les voici, on m'obéit en plus. Le 3, le 8, le 1, le 6 et le 10. Et je vous rappelle que maintenant vous retrouvez à 19h30 tous les samedis soirs Pierrette Bresse pour ses pronostics. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après le journal La Météo. Et puis en fin de programme, vous retrouverez Hervé Claude. Merci de votre fidélité. À demain, 13h. Bonsoir.